Mon père a laissé un message vocal, ne reviens pas, nous avançons sans toi. J'ai répondu par texto, d'accord. Alors j'ai avancé en première. Fiducie, verrouillée. Transaction immobilière, annulée. Le lendemain matin, il y avait 46 appels manqués et un message de leur avocat qui disait « Nous avons un problème sérieux ». J'ai ri fort et j'ai répondu. Je m'appelle Olivia Mercé. J'ai 34 ans et mon père a mis fin à notre relation en 11 secondes. J'étais encore à mon bureau quand le message vocal est arrivé et sa voix était si neutre que cela ressemblait moins à de la colère et plus à une décision qui avait déjà été signée quelque part dans mon dos. Ne reviens pas. Nous avançons sans toi. Je l'ai écouté 2 fois parce que je pensais honnêtement avoir manqué quelque chose. Peut-être mon nom. Peut-être une raison, peut-être une fêlure dans sa voix qui prouverait qu'il se souvenait encore que j'étais sa fille. Il n'y avait rien, aucune explication, aucune dispute, juste une coupure nette. Alors, j'ai répondu par texto avec un seul mot. D'accord. Ensuite, j'ai agi plus vite qu'il ne le pensait possible. La fiducie familiale que j'avais structurée après l'opération de mon père a été verrouillée avant que mon café ne refroidisse. La transaction pour la maison de ville sur laquelle ils comptaient pour leur retraite a été annulée avant le déjeuner. Le compte de soutien partagé qui était devenu, d'une manière ou d'une autre, le fonds de commodité privé de tout le monde a été scellé derrière mes identifiants avant le dîner. Le lendemain matin, il y avait 46 appels manqués. Un message d'un avocat spécialisé en succession disait « Nous avons un problème sérieux ». Et pour la première fois depuis des années, j'ai ri sans culpabilité. Parce que si mon père voulait un avenir sans moi, alors il allait enfin voir à quoi ressemblait réellement cet avenir quand mon argent, mon nom, mon crédit et ma patience ne le soutenaient plus. Avant de vous dire ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après mon départ, dites-moi ceci. Quelle heure est-il pour vous en ce moment? Et d'où regardez-vous? Je veux voir jusqu'où cette histoire va avant que tout ne s'effondre. Les gens adorent parler de loyauté familiale quand ils se tiennent au sommet de quelque chose que vous avez construit. Je n'ai pas appris cela en une seule nuit dramatique. Je l'ai appris au cours de 12 années à être la fille qui réparait les choses discrètement. Je travaillais comme responsable principal des licences pour un groupe hôtelier qui gérait les expansions de restaurants et d'hôtels-boutiques dans 3 États. Mon travail concernait les contrats, la conformité, les délais, les permis, les signatures, le genre de travail que personne ne remarque jusqu'à ce que quelque chose s'effondre. Ce même rôle est lentement devenu ma position au sein de ma famille, aussi. Quand mon père, Richard, s'est déchiré la coiffe des rotateurs et n'a plus pu faire d'heures supplémentaires, j'ai réorganisé leurs dettes. Quand les frais médicaux se sont accumulés, j'ai créé une fiducie familiale pour que l'argent que je mettais de côté pour leur avenir ne soit pas englouti par des dépenses de panique. Quand ma mère, Hélène, a dit qu'ils étaient fatigués de louer et voulaient quelque chose de petit et chaleureux pour la retraite, j'ai structuré un plan pour l'achat d'une maison de ville à Scottsdale sous des conditions strictes. Mon argent pour la compte, mon crédit sur le dossier, ma propriété jusqu'à ce qu'ils paient leur part au fil du temps. Ma sœur aînée, Vanessa, a contribué avec des opinions, des discours émotionnels et absolument rien d'autre qui pourrait survivre à un audit. Elle avait le talent de flâner dans une pièce après que la partie difficile était terminée et de faire croire qu'elle avait fait partie de la solution depuis le début. Pendant des années, je l'ai ignorée parce que j'étais occupé. Je me disais que la compétence suffisait. Ce n'était pas le cas. La compétence est utile, mais dans une famille construite autour d'une mémoire sélective, l'utilité peut se transformer en un droit acquis. Ainsi, progressivement, vous ne remarquez pas jusqu'à ce que quelqu'un décide que la machine devrait continuer à fonctionner sans la personne qui l'a construite. Renifle le message vocal ne m'a pas prise au dépourvu parce que mon père était cruel par nature. Il m'a prise au dépourvu parce que j'ai finalement réalisé à quel point il était devenu facile pour eux tous de confondre mon soutien avec une obligation. Ils avaient cessé de voir mon aide comme un cadeau bien avant de décider de me jeter dehors. Ils la voyaient comme une infrastructure. Et quand les gens pensent que vous êtes une infrastructure, ils n'imaginent pas que vous pouvez partir. Ils imaginent que vous absorberez les dommages et garderez les lumières allumées de toute façon. C'était leur erreur. Ma plus grande erreur a été de ne pas voir le piège plus tôt, car le message vocal n'était pas le début de la trahison. Ce n'était que la première pièce qu'il disait à voix haute. Les appels ont commencé à 6:12 le lendemain matin. Mon père d'abord, puis ma mère, puis 2 numéros inconnus, puis Vanessa, puis l'avocat spécialisé en succession, puis mon père à nouveau, comme si la répétition pouvait transformer la panique en autorité.
Je n'ai pas répondu. J'ai pris une douche, mis une veste propre et je suis allé travailler comme si le monde ne s'était pas fissuré la nuit précédente. C'était la partie qui déconcertait toujours les gens à mon sujet. Quand j'étais blessé, je ne devenais pas bruyante. Je devenais organisée. À 8.23, ma mère m'a envoyé un texto pour me dire que je réagissais de manière excessive. À 8.27, elle en a envoyé un autre disant « Personne ne le pensait de la manière dont cela a sonné ». À 8.31, elle a écrit « S'il te plaît, appelle ton père avant qu'il ne fasse quelque chose qu'il ne pourra pas défaire ». J'ai réellement souri à cela, car que pensait-il exactement que j'avais fait? Je ne leur avais pas crié dessus. Je ne m'étais pas présenté à la maison. Je n'avais menacé personne. Je m'étais simplement retiré des contrats, j'avais gelé l'accès à mon propre argent et j'avais forcé leurs suppositions à se heurter à la réalité. L'avocat spécialisé en succession a finalement laissé le message qui m'a fait sauvegarder le message vocal au lieu de le supprimer. Olivia, c'est Daniel Kessler. Nous avons un problème sérieux avec le blocage de la fiducie et le dossier immobilier annulé. Vos parents croyaient qu'il y avait un accord familial interne. S'il vous plaît, rappelez-moi avant que cela ne devienne plus difficile. Accord familial interne. C'était le langage des avocats pour dire que quelqu'un avait fait des promesses qu'il n'avait pas le droit de faire. À l'heure du déjeuner, j'ai eu un premier aperçu de l'ampleur de la fiction qui s'était déjà propagée. Une cousine à Phoenix m'a envoyé un texto pour me demander si j'allais bien et pour dire qu'elle avait entendu que j'avais été sous beaucoup de pression dernièrement. Une vieille amie de la famille m'a envoyé un courriel pour dire qu'elle espérait que je ne prenais pas de décision drastique à cause d'un épuisement professionnel. Épuisement professionnel. Pression. Décision drastique. Le langage était trop poli pour être spontané. Vanessa avait commencé à assaisonner l'histoire avant que la rupture ne soit officielle. Elle ne disait pas aux gens que j'étais avide. Pas encore. Elle leur disait que j'avais changé, que j'étais devenue dominatrice, que j'avais dit des choses étranges, que je ne pensais pas clairement. C'était intelligent d'une manière laide. Les accusations sauvages invitent à la résistance. L'inquiétude douce se glisse sous les défenses des gens. Au moment où mon père a appelé pour la 10e fois, je savais que c'était plus grand qu'un simple message vocal. Quelqu'un avait passé des semaines à les préparer à me voir non pas comme la fille qui maintenait tout ensemble, mais comme le problème qui faisait obstacle à un avenir plus simple. Reniflé dans ma famille, il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait mentir aussi doucement tout en ayant l'air utile. Vanessa m'a finalement envoyé un texto tard cette nuit-là. J'espère que tu es fier de toi. Aucune ponctuation, aucune explication, juste assez de venin pour confirmer ce que je soupçonnais déjà. Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, j'ai ouvert le dossier de documents que je n'avais pas touché depuis des mois et j'ai commencé à reconstruire une chronologie, des reçus, des confirmations de virements, des fiches de courriel, des brouillons de contrats, des notes d'appels immobiliers, des accès. Ensuite, j'ai appelé quelqu'un en qui j'avais plus confiance qu'en quiconque lié à ma famille. Martin Sloan était notre comptable depuis plus d'une décennie avant que Vanessa ne convainque mes parents de passer à un cabinet de conseil plus jeune qu'elle décrivait comme plus actuel et plus collaboratif. Martin était le genre d'homme qui n'élevait jamais la voix et ne gaspillait jamais une phrase. Quand je l'ai rencontré le lendemain après-midi, il a examiné les documents de la fiducie et m'a posé une question qui m'a noué l'estomac. Quelqu'un a-t-il récemment sous-entendu qu'il s'attendait à ce que votre rôle d'approbation prenne fin? Je l'ai regardé et j'ai demandé pourquoi. Il a croisé les mains et a dit, parce que j'ai reçu une demande de renseignement discrète il y a 3 semaines sur ce qui se passerait si le contributeur actif devenait peu fiable ou émotionnellement compromis. C'étaient les mots exacts. Peu fiable ou émotionnellement compromis. Pas mort, pas indisponible, compromis. J'ai senti quelque chose de froid se mettre en place en moi. Il y a 3 semaines, avant le message vocal, avant les appels, avant que mon père ne me dise de ne pas revenir, quelqu'un explorait déjà comment me contourner. Martin ne voulait pas spéculer, mais il n'en avait pas besoin. Vanessa avait construit un plan de transition tout en souriant lors des dîners de famille et en me demandant si je pensais que la valeur des propriétés dans le désert continuerait d'augmenter. La preuve suivante est arrivée par accident. L'agent immobilier en charge de la maison de ville de Scottsdale m'a envoyé par courriel un avis d'annulation révisé et a accidentellement inclus un fil de réponse antérieur. Vanessa lui avait écrit plus tôt ce matin-là en essayant de sauver la chasse en moi.
Elle prétendait que je m'étais retiré en raison d'une instabilité émotionnelle et que je n'étais plus capable de gérer le stress financier sans m'en prendre à la famille. J'ai lu cette ligne 3 fois. Instabilité émotionnelle. C'était sa stratégie. Me transformer d'architecte en responsabilité. Faire croire à mon père qu'il protégeait la famille en me poussant vers la sortie. Faire penser aux étrangers que mon retrait prouvait son histoire. Se faire passer pour la fille calme qui intervient pour aider. J'ai transféré le fil complet à mon avocat et ensuite à Daniel Kessler, l'avocat spécialisé en succession qui avait laissé le message. En dessous, j'ai écrit une ligne. C'est pourquoi vos clients ont un problème sérieux. Il m'a appelé dans les 20 minutes. Sa voix était prudente maintenant, dépouillée de cette supposition antérieure selon laquelle il s'agissait d'un malentendu familial. Mademoiselle Mercé, je pense que nous devons discuter pour savoir si votre sœur a présenté des faits qui ne peuvent pas être soutenus. C'était le plus près qu'un avocat viendrait de dire que quelqu'un avait menti effrontément sans une accusation formelle. Et c'est à ce moment-là que j'ai arrêté de penser à limiter les dégâts. J'ai commencé à penser à la révélation, pas seulement à prouver que j'étais innocente, mais à les forcer tous à rester assis assez longtemps pour entendre ce qu'ils avaient choisi de croire. Mon père a envoyé le message qui a ouvert la porte. S'il te plaît, 5 minutes. Pas de cris. On nous a dit des choses. Cette phrase comptait plus qu'il ne le réalisait. On nous a dit des choses. Pas nous savons. Pas tu as fait ça. Dis. J'ai répondu avec une heure et une instruction. Demain à 7. Tout le monde à la maison, pas d'excuses. Apportez chaque version qu'on vous a donnée. J'apporterai des documents. Quand je suis entré dans la salle à manger de mes parents le lendemain soir, la pièce semblait préparée pour des funérailles que personne n'avait accepté de nommer. Mon père, Richard, était assis en bout de table comme s'il croyait encore que la posture pouvait maintenir la famille ensemble. Ma mère, Hélène, avait l'air épuisée, les mains croisées trop fermement sur ses genoux. Vanessa était assise en face de moi, polie et froide, le menton levé, les yeux répétant déjà l'innocence. Je ne me suis pas assise tout de suite. J'ai posé le premier document en silence. La preuve du transfert de l'acompte pour la maison de ville. Le deuxième, mes documents de dépôt fiduciaire signés. Le troisième, les registres de formation de la fiducie montrant qui l'avait financé, qui contrôlait l'autorité de décaissement temporaire et pourquoi. Le quatrième, les relevés du compte de soutien documentant les courses au supermarché, les achats en boutique, les services d'abonnement et les additions de restaurants qui n'avaient jamais fait partie du soutien d'urgence. Ensuite, j'ai posé l'impression de l'agent immobilier, celle où Vanessa m'avait décrite comme émotionnellement instable. Personne n'a parlé pendant plusieurs secondes. Vanessa a essayé la première. Elle a dit que tout le monde était stressé et que les gens interprétaient trop les mots. Alors, j'ai posé le résumé écrit de Martin Sloan concernant la demande qu'il avait reçue 3 semaines avant le message vocal, demandant comment la fiducie fonctionnerait si je devenais peu fiable ou émotionnellement compromise. Ma mère a levé les yeux si vite que sa chaise a raclé le sol. Il y a 3 semaines, a-t-elle chuchoté. Mon père s'est tourné vers Vanessa. Elle a commencé à parler immédiatement, trop vite, disant qu'elle avait seulement essayé de se préparer à toutes les possibilités parce que j'avais été distante, tranchante et difficile à aborder. J'ai posé une question. Quand exactement ai-je dit que je voulais couper les ponts avec maman et papa? Silence. Elle a cligné des yeux. Puis elle a dit, après le dîner, un soir dans la voiture. Mon père a froncé les sourcils. Nous avons conduit séparément ce soir-là, a-t-il dit. J'ai regardé le mensonge frapper la table et y mourir. Vanessa a pivoté, disant que peut-être elle s'était trompée de nuit, mais pas sur le fond. Alors, j'ai posé une autre question. Quand vous ai-je jamais dit que je voulais le contrôle de tout? Elle a regardé ma mère maintenant, pas moi. Le visage d'Hélène avait pâli. C'était le premier moment où elle comprenait ce qui s'était passé. Pas une dispute, pas un malentendu. Une histoire leur avait été servie par couches successives jusqu'à ce que l'exil semble justifié. La voix de mon père était basse quand il a finalement demandé à Vanessa si elle avait dit aux gens que j'étais instable. Elle a répondu qu'elle avait été inquiète. Inquiète. Encore ce mot, le bouclier des lâches. Je me suis penché en avant à ce moment-là et j'ai parlé plus doucement que quiconque ne l'attendait. Tu ne les as pas protégés de moi. Tu as essayé de me remplacer avec leur permission.
Personne n'a bougé. Personne ne l'a défendu. La pièce avait cette terrible immobilité que les familles n'atteignent que lorsque le mauvais enfant a enfin des preuves. Je n'ai pas crié. Cela les a plus déstabilisés que ne l'aurait fait la colère. J'ai simplement continué parce que le calme est impitoyable quand les preuves font déjà les dégâts à votre place. J'ai montré à mon père la chaîne de messages de la famille élargie répétant des versions de l'histoire de Vanessa. J'ai montré à ma mère la chronologie prouvant que la campagne de dénigrement silencieuse avait commencé avant le message vocal. J'ai montré le courriel de suivi de Daniel Kessler confirmant que toute tentative de modifier la direction de la fiducie sans mon consentement n'avait aucune valeur juridique et soulevait de graves problèmes de conformité. À ce moment-là, Vanessa était passée de la provocation à la blessure, ce qui était exactement là où elle allait toujours quand le scénario lui échappait. Elle a dit qu'on la peignait comme une méchante pour avoir essayé de maintenir la famille ensemble. Elle a dit que j'avais toujours fait en sorte que tout le monde se sente petit parce que je gérais l'argent, la paperasse et la planification. Elle a dit, peut-être que rien de tout cela ne serait arrivé si j'avais été plus facile à aimer. Ma mère a eu le souffle coupé. Cette ligne m'était destinée. Mais elle est retombée sur eux deux aussi, car soudainement, toute la table pouvait voir ce qu'elle avait réellement détesté. Pas mon contrôle, ma fiabilité. J'étais devenu la norme qu'elle ne pouvait pas atteindre et la porte qu'elle ne pouvait pas franchir. Alors elle a essayé de transformer ma compétence en suspicion. Mon père s'est levé si rapidement que sa chaise a basculé en arrière. Il a regardé Vanessa avec une sorte de dégoût stupéfait que je n'avais jamais vu sur son visage auparavant. « M'as-tu dit que ma fille voulait notre ruine ? M'as-tu dit qu'elle avait rencontré des avocats pour nous expulser ? M'as-tu dit qu'elle affirmait que nous étions un poids mort ?» Vanessa s'est mise à pleurer à ce moment-là, mais même cela semblait stratégique, trop tardif et trop parfait. Elle a d'abord tendu la main vers ma mère, bien sûr, mais Hélène a reculé. C'était un petit mouvement, à peine plus qu'une inclination en arrière, et pourtant cela a changé toute la pièce. Ma mère avait enfin cessé de protéger la mauvaise personne. Mon père a demandé à Vanessa de partir. Elle a refusé. Il a demandé à nouveau, plus durement cette fois. Comme elle ne bougeait toujours pas, s'éclaircit la gorge, il a appelé mon beau-frère, Tyler, qui est arrivé 15 minutes plus tard, ressemblant à un homme qui savait déjà que son mariage avait été construit sur des omissions. Il n'a pas fait de scène. Il a simplement écouté suffisamment, a jeté un long regard à sa femme et lui a dit qu'il rentrait chez eux. Elle s'est tournée vers moi à la porte et a dit, « Ce n'est pas fini. » Je l'ai cru. Les manipulateurs ne pensent jamais que l'histoire se termine quand ils perdent. Ils pensent que cela devient injuste. Dès que la porte d'entrée s'est fermée, ma mère a commencé à pleurer pour de vrai. Pas des larmes dramatiques, pas le genre prudent destiné à rediriger la sympathie. C'était le son d'une femme réalisant qu'elle avait aidé à exiler l'enfant qui portait son avenir. Mon père n'a pas pleuré. Il m'a regardé et a dit les mots dont j'avais besoin et que je détestais à parts égales. J'avais tort. J'ai laissé quelqu'un d'autre me dire qui était ma fille. Ensuite, il s'est assis en face de moi comme s'il avait vieilli de 5 ans en 1 heure et a demandé ce qu'il faudrait pour réparer ce qui pouvait encore être réparé. C'était la question que j'attendais. Parce que le pardon n'allait jamais être le prix. La structure l'était. Je ne suis pas revenu à l'ancien arrangement. Cela aurait rendu insignifiant tout ce qu'il m'avait fait subir. Au lieu de cela, je leur ai donné des conditions claires, légales, construites pour survivre aux larmes, à la culpabilité et à la future histoire révisionniste. La maison de ville de Scottsdale n'avancerait que sous mon unique propriété. Richard et Hélène Mercer recevraient des droits de résidence à vie notariés, une occupation totale, pas de loyer, pas d'expulsion surprise, aucune dépendance à la bonne volonté de Vanessa, et aucune ouverture pour qu'elle puisse réclamer un intérêt équitable plus tard. La fiducie serait reconstruite avec un langage plus strict, des déclencheurs d'audit automatique et une clause excluant de manière permanente tout membre de la famille qui tenterait une fausse déclaration pour rediriger le contrôle ou l'accès. Vanessa ne serait pas simplement retirée des documents actuels. Elle serait coupée de toute voie qui pourrait plus tard transformer une pression émotionnelle en levier juridique. Le compte de soutien ne rouvrirait jamais comme un libre-service partagé. Au lieu de cela, je couvrirais directement les besoins essentiels convenus par le biais de paiement planifié que je contrôlerais. Pas de cartes, pas de transferts occasionnels, pas de dépenses mystères cachées sous le couvert des besoins familiaux. Mon père a accepté avant que je n'ai terminé la 2e page.
Ma mère a pleuré à nouveau quand elle a vu la clause d'exclusion de Vanessa, mais cette fois, elle a signé quand même. 3 jours plus tard, Daniel Kessler a déposé les documents de la fiducie révisés. 2 jours après cela, j'ai relancé l'achat de la maison de ville à des conditions corrigées. Mon nom seulement, mon argent seulement. Mes règles, enfin énoncées ouvertement au lieu d'être supposées silencieusement. Vanessa l'a découvert de la manière dont je voulais qu'elle le découvre, par le biais des registres publics et du silence. Elle m'a appelé 12 fois en un après-midi. Je n'ai jamais répondu. Puis sont venus les textos. Tu as volé ma famille. Tu les as empoisonnés contre moi. Tu penses que l'argent te rend puissante. J'ai sauvegardé les messages et les ai envoyés directement à mon avocat. Tyler a demandé la séparation 2 semaines plus tard après avoir appris que ce n'était pas la première histoire qu'elle manipulait pour obtenir l'accès à quelque chose qui ne lui appartenait pas. Les membres de la famille élargie ont cessé de prendre ses appels quand les chronologies ne correspondaient plus et que la sympathie ne tenait plus. À la fin du mois, la femme qui avait essayé d'hériter de mon rôle louait un petit appartement seul, exclu de la fiducie, exclu de la maison, exclu de chaque structure financière dans laquelle elle pensait pouvoir se glisser une fois que je serais parti. Mon père a fait quelque chose que je ne pensais jamais voir. Il m'a laissé un message vocal à son tour, et cette fois sa voix tremblait. Olivia, s'il te plaît, reviens. Pas parce que nous avons besoin d'argent, mais parce que je sais maintenant ce que j'ai jeté quand je l'ai laissé parler à ta place. Je l'ai écouté une fois dans ma voiture, à l'extérieur du bureau des titres, après avoir signé les documents de propriété finaux. Ensuite, j'ai regardé mon nom sur le dossier et j'ai compris quelque chose qu'il m'a fallu 34 ans pour apprendre. Être invité à revenir n'est pas la même chose qu'appartenir. Je suis revenu finalement, mais pas comme la fille qui absorbait les dommages et gardait tout le monde à l'aise. Je suis revenu comme la femme qui a écrit les conditions, verrouillé les portes et s'est assuré que la prochaine personne sans laquelle ils avanceraient ne serait jamais moi. La vengeance la plus propre n'est pas le spectacle. C'est la permanence. 1 mois après le message vocal de mon père, l'achat de la ferme sur le lac Norman a finalement été conclu. J'y suis allé seul en voiture le matin après la signature, je me suis garé dans l'allée de gravier et je suis resté assise derrière le volant pendant 1 minute entière, regardant le Porsche blanc, les volets bleus, la ligne d'arbres au-delà de la clôture arrière. Et la petite bande d'eau visible à travers eux comme une promesse que l'on pouvait presque toucher. Ma mère avait voulu la balancelle de Porsche. Mon père avait voulu l'atelier dans le garage détaché. J'avais voulu, stupidement, que le fait de les aider signifie encore quelque chose de chaleureux et de mutuel. Au lieu de cela, j'ai obtenu quelque chose de plus froid et de plus durable. La clarté. Mes parents ont emménagé ce week-end-là. Il n'y a pas eu de célébration, pas de photos de famille, pas de discours performatifs sur les nouveaux départs, juste des boîtes, un camion loué, mon père assemblant des étagères en silence. Et ma mère essuyant des comptoirs de cuisine qui étaient déjà propres parce qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre de ses mains. Je leur ai donné un dossier contenant leur accord de résidence, les procédures d'urgence, le processus de remboursement des médicaments mis à jour, et une explication en langage simple de ce que signifiaient les nouvelles règles de la fiducie. Mon père a lu chaque page. Ma mère a demandé 2 fois si j'avais vraiment besoin de protection aussi stricte. J'ai répondu de la même manière les 2 fois. Vous aviez besoin de moi. Vous ne pensiez simplement pas que cela signifiait s'éclaircir la gorge que vous deviez me protéger, moi aussi. Après cela, elle a cessé de demander. Les semaines ont passé. Les appels ont changé. Au lieu de demandes paniquées et d'une vague culpabilité, je recevais des questions pratiques sur les services publics, les assurances et les médecins près du lac. Mon père est devenu plus silencieux, mais pas de la manière punitive dont je me souvenais de mon enfance. De la manière humble d'un homme réalisant que l'autorité sans jugement n'est que du bruit. Il s'est excusé correctement un soir alors que nous trions des bacs à outils dans le garage. Pas de discours, pas de grand arc de rédemption. Il a dit qu'il avait eu tort et qu'il avait choisi l'histoire facile parce qu'elle protégeait sa fierté. J'ai dit que je savais. Il a hoché la tête une fois, comme si cela blessait et aidait en même temps. Les excuses de ma mère sont venues plus lentement parce que les femmes comme elle confondent souvent le maintien de la paix avec l'innocence. Il lui a fallu plus de temps pour admettre que rester les bras croisés pendant qu'un enfant est sacrifié pour garder la pièce calme reste un choix. Mais finalement, elle l'a fait. Elle a dit qu'elle avait tellement voulu croire que Gavin avait besoin d'être protégé qu'elle n'avait pas envisagé que je puisse être la personne ciblée.
C'étaient les premières excuses de sa part qui semblaient réellement coûteuses. Gavin, pendant ce temps, s'est brûlé rapidement. Un ami commun de la famille m'a dit qu'il avait essayé de présenter une idée commerciale à 2 cousins et à un oncle. Un plan à moitié formé impliquant du nettoyage automobile mobile et des marchandises de marque, et il avait demandé à chacun d'eux de l'argent pour démarrer tout en se dépeignant comme le fils injustement coupé par une sœur dominatrice. Personne n'a mordu à l'hameçon. Il avait déjà raconté trop de versions de l'histoire. Dans l'une, j'étais avide, dans une autre instable, dans une autre vindicative parce que je détestais le voir proche de nos parents. Les menteurs oublient toujours que la cohérence fait partie de la crédibilité. Au moment où il a essayé de rassembler de la sympathie, les faits l'avaient dépassé. Mélissa avait cessé de prendre ses appels. Éric Sloan ne voulait plus s'impliquer au-delà de la clôture du désordre précédent. Martin avait documenté chaque révision de protection. Même les membres de la famille élargie qui avaient autrefois cru à sa performance ont commencé à demander pourquoi chaque catastrophe dans la vie de Gavin nécessitait la cote de crédit de quelqu'un d'autre. 3 mois plus tard, ma mère m'a dit qu'il louait un petit duplex en dehors de Huntersville et travaillait à des heures imprévisibles pour l'entreprise d'aménagement paysager d'un ami. Elle l'a dit comme si elle voulait que j'entende une tragédie. J'ai entendu l'âge adulte. Il avait un toit. Il avait du travail. Il avait le montant exact de soutien avec lequel il avait un jour soutenu que tout le monde devrait apprendre à vivre. Aucun. Un dimanche après-midi, après que nous ayons vécu avec le nouvel arrangement assez longtemps pour que cela semble normal, mon père m'a tendu son téléphone et a dit qu'il y avait quelque chose que je devais entendre. Gavin lui avait laissé un message vocal. Il était plein de droitures blessées au début, puis de marchandage, puis une fêlure dans la voix tout près de la fin où la vérité transparaissait enfin. Il a dit, « Papa, j'ai juste besoin que quelqu'un me croie pour une fois. » J'ai rendu le téléphone et j'ai presque ri de la cruauté de la précision avec laquelle il avait décrit ce qu'il m'avait pris. Mon père a supprimé le message sans le réécouter. Nous sommes restés dans le garage une seconde de plus que nécessaire. Puis il a dit très doucement, « J'aurais dû te croire avant que cela ne coûte aussi cher. » C'était tout. Pas cinématographique, pas parfait. Juste vrai. Cela a coûté aussi cher. Cela m'a coûté les dernières illusions que j'avais sur ce que l'amour protège automatiquement. Cela a coûté à mes parents le fantasme qu'ils pouvaient profiter de ma stabilité tout en entretenant son sabotage. Cela a coûté à Gavin l'accès auquel il pensait avoir droit. Et c'était la fin qui comptait le plus. Non pas que j'ai gagné la maison. Non pas que la fiducie soit revenue sous mon contrôle. Pas même que l'avocat de la famille ait un jour envoyé un courriel disant « Nous avons un problème sérieux et as-tu absolument raison ». Ce qui comptait, c'était ceci. La porte que mon père avait claquée avec ce message vocal ne s'est pas rouverte de la manière dont il s'y attendait. Je suis revenu, mais pas comme la fille qui pouvait être renvoyée puis convoquée quand la paperasse tournait mal. Je suis revenu comme la personne qui écrivait les règles cette fois. La maison est protégée. Mes parents sont protégés. La fiducie est verrouillée contre les audits. Mon téléphone est silencieux. Gavin n'a aucune voie d'accès. Et si vous me demandez si je leur pardonne, la réponse est plus compliquée que ce que les gens aiment. Je soutiens mes parents. Je leur parle. Je les vois. Je ne leur fais pas confiance comme je le faisais autrefois. Et ce n'est pas de l'amertume. C'est de la mémoire avec des limites. Mon père m'a dit de ne pas revenir. Le lendemain matin, il y avait 46 appels manqués et un avocat me suppliant de réparer ce que mon absence avait brisé. J'ai ri parce que, pour la première fois de ma vie, l'urgence familiale n'était plus à moi de l'absorber. C'était à eux d'y survivre. Et ils ne l'ont fait que parce que je l'ai permis selon des conditions qu'aucun d'eux ne contrôlera jamais.